On va se poser une question à présent. L'esprit de Cordoue est-il possible aujourd'hui? On va aussi bien sûr vous expliquer de quoi il s'agit. Donc cet esprit de Cordoue est-il possible à Bruxelles aujourd'hui? C'est la question d'une rencontre débat qui a lieu ce soir au Parlement bruxellois en conclusion de plusieurs journées d'ateliers qui se sont déroulées autour de cette question. On peut dire que c'est une initiative du collectif D'accord de ne pas être d'accord. Alors pour en parler, nous recevons Edgar Laloum, vice-président de l'amitié judéo-musulmane de France. Bonjour Monsieur Laloum, merci d'être présent dans notre studio aujourd'hui. Alors on va faire justement un petit peu d'histoire pour débuter. Rappelez-nous ou expliquez-nous ce qu'est cet esprit de Cordoue. Donc l'histoire de Cordoue, c'est une histoire qui se déroule, on va dire, en plein Moyen-Âge, entre le 8e et le 12e siècle, où il y a eu donc la prise de l'Andalousie par le monde musulman. Il y a eu un califat qui s'est installé pendant 4 siècles. Et dans ces 4 siècles, tout n'a pas été toujours très facile. Mais il y a eu au moins 2 siècles, à 2 siècles et demi, où il y a eu une véritable rencontre entre les 3 religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, et où il s'est passé un moment de partage, d'échange, qui a fait une avancée énorme sur le plan culturel, aussi bien sur le plan artistique que sur le plan intellectuel, philosophique, poésie, musicale, astrologie, médecine, tous ces domaines-là ont fait un bond en Europe grâce à cette rencontre entre ces 3 religions. C'est ça qu'on est venu commémorer ici à Bruxelles, après l'avoir fait déjà à Paris, à l'Institut du monde arabe, où on l'avait déjà mis en place le 24 mars dernier. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui a fonctionné à cette époque-là pour tenter de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on a pu manquer dans notre histoire actuelle. Comment est-ce qu'on explique, vous l'avez dit, pas durant les 4 siècles, mais au moins pendant plus de 2 siècles, eh bien les choses se sont aussi bien passées? Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. D'ailleurs, on a fait un grand tour avec Danielle Pérez, qui a été pour moi l'introductrice en Belgique de ce projet. Du collectif justement D'accord de ne pas être d'accord. Où avant de recevoir les jeunes aujourd'hui au Parlement, on s'est baladé dans toutes les écoles pour essayer de les motiver, leur amener l'idée et de les préparer à cet événement qui se passait aujourd'hui. Et l'histoire a été autour de, d'abord, c'est quoi le monothéisme? Et comment ça se fait qu'un seul Dieu soit à ce point disputé? Et tout ça, ça a été les discussions qu'on a avec les adolescents. Et ils arrivent presque d'eux-mêmes à dire, mais au lieu de se battre les uns contre les autres, pourquoi on ne se nourrit pas les uns des autres, puisqu'on pense exactement la même chose? On pense qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu-là, il veut le bien de l'humanité. Alors autant, mais vraiment, c'est venu des jeunes eux-mêmes, cette réflexion. Et c'est en ça que je peux dire déjà que ce message a pu peut-être transpirer grâce à nos premières rencontres, en mettant les choses sur la table tout simplement et en regardant les choses de manière la plus simple possible. Et justement, comment est-ce qu'on évoque ces sujets-là qui ont probablement déjà été abordés dans différents cadres dans le parcours de ces jeunes étudiants? Là, c'est des étudiants de 5e et 6e secondaire qui participent aux ateliers ces derniers jours au Parlement bruxellois. Ça consiste en quoi ces ateliers? Comment vous abordez ces questions? D'abord, quand on est arrivé, on a fait un petit historique de c'est quoi le monothéisme, d'où ça vient de quoi, qu'est-ce qu'il y avait avant le monothéisme, comment ça se passait avant, et pourquoi tout d'un coup. Alors il y a eu un monothéisme intéressant, c'était celui d'Akhenaton, qui était un pharaon qui avait décidé qu'il n'y avait qu'un seul dieu. Sauf que son seul dieu, Akhenaton, c'était le soleil. Donc le soleil, il est palpable, on peut le voir, on le ressent. Donc, alors qu'est-ce qui fait la différence entre le monothéisme d'Akhenaton et les 3 monothéismes des 3 religions monothéistes? Et là, on a travaillé ensemble sur le fait, mais il y a un truc, c'est que le dieu des monothéismes après Akhenaton, c'est un dieu qui est impalpable, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qui est totalement abstrait. Et c'est à partir de là, donc, que chacun peut s'imaginer son Dieu parce qu'il n'est pas là, parce qu'on ne le voit pas, parce que c'est pas un soleil, c'est pas un objet, c'est pas une nature, c'est pas un animal, c'est vraiment quelque chose de totalement abstrait. Cette manière d'aborder la divinité, le divin, ils ne l'ont pas abordé de cette manière-là jusqu'à maintenant. Ils l'ont abordé sur le plan historique. Mais quand on commence à rentrer sur la dimension philosophique de ce que ça représente, alors là, on s'aperçoit qu'effectivement, ils découvrent avec nous des choses.
Et quand on aborde ces sujets qui concernent les trois religions monothéistes, ça concerne beaucoup de personnes dans les ateliers, j'imagine, mais il y a aussi beaucoup de familles laïques. Ce ne sont pas exclus de ces débats-là, de ces discussions? Absolument. À chaque fois, je dis, oui, on parle des trois monothéismes, mais il faut qu'on considère aussi les athées, les agnostiques, ceux qui pensent... Et justement, il y a un lien, il y a un trait d'union, justement, avec les agnostiques qui, eux, ne pensent pas... Ils pensent au fait qu'il n'existe qu'un seul Dieu, mais pas forcément dans une dynamique particulière qui serait la religion juive, la religion chrétienne, catholique ou la religion musulmane. Et pour moi, ils font partie. Maintenant, les athées aussi ont une place dans tout ça. Évidemment, à Cordoue, ça n'existait pas. On ne peut pas être athée à Cordoue. On ne peut pas être athée aussi aujourd'hui dans certains pays musulmans. C'est très difficile d'être athée aujourd'hui en Israël. La première chose qu'on vous demande en Israël, moi je suis aussi franco-israélien, donc je connais un petit peu aussi la réalité là-bas. La première chose qu'on vous demande, c'est de quelle religion tu es. Si on dit athée, si on répond athée, on ne peut pas comprendre. C'est quoi athée? C'est pas acceptable, c'est pas concevable qu'on soit athée. Mais ça fait donc à Cordoue, il n'y avait pas de représentation de l'athéisme. Aujourd'hui, existant des gens. D'ailleurs, il y a des adolescents qui disent « je crois en rien ». Où je suis dans cette histoire? Je dis « mais tu es avec nous ». Parce que justement, si on a mis un Dieu sur Terre, si les gens ont choisi de décider qu'il y a un Dieu, c'est pour créer des liens entre les gens, entre les différents éléments de l'humanité. Toi, tu es athée, mais tu fais partie de l'humanité. Donc toi aussi, tu dois avoir cette aspiration à ce que les relations puissent se faire de manière harmonieuse. Donc tu es exactement dans l'esprit de Cordoue. Vous venez nous donner un élément de réponse d'un étudiant athée. Et de manière générale, après avoir rencontré de nombreux élèves bruxellois, vous ressortez de là avec quel sentiment de tous ces ateliers, de toutes ces rencontres? D'abord, moi je travaille aujourd'hui à Paris. Je suis sur Paris. Je travaille beaucoup avec les banlieues du nord de Paris. Je vois les jeunes, les adolescents, parce que c'est mon métier, je suis éducateur spécialisé de métier, j'ai été formateur d'éducateur spécialisé, l'adolescence c'est vraiment un domaine avec lequel je travaille depuis que je suis jeune adulte, et il y a une chose qui m'a paru extrêmement caractéristique de la jeunesse de Bruxelles, c'est le respect de l'adulte. Quelque chose qui n'existe de manière beaucoup plus tendue entre les jeunes et les adultes en France. Il y a quelque chose qui, pour moi, a été une révélation. C'est comment ces adolescents-là ont quand même compris que les adultes qui les entouraient dans les écoles ou les éducateurs sont des gens qui sont là pour leur ouvrir des portes. Beaucoup plus que ce que j'ai pu rencontrer autour de la région parisienne. Et comment vous expliquez ça? Alors, j'en parlais justement avec quelqu'un hier. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Parce que bon, on va pas se mentir, quand on parle des adolescents en difficulté autour de la région parisienne, c'est surtout des gens qui viennent des communautés, pas forcément que, mais beaucoup des communautés maghrébines. Je pense que l'histoire de la colonisation reste très très ancrée dans les têtes des gens encore en France, beaucoup plus qu'en Belgique. Je le sens vraiment de cette manière-là. Même si, en discutant aussi, on a vu combien les adolescents qui sont partis en Syrie, il y en a beaucoup qui sont partis de Belgique. Mais je ne pense pas que ce soit pour les mêmes raisons que ce que les jeunes Français d'origine maghrébine ont eu comme motivation pour partir. Eh bien, merci Edgar Laloum d'avoir été notre invité aujourd'hui. Donc je rappelle que vous participez à cette conférence débat qui a lieu ce soir au Parlement bruxellois sur l'esprit de Cordoue.